Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Dans la catégorie meurtre pour le pognon, je vais vous raconter l'enquête sur le meurtre de Christophe Bell en mai 2005 à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. C'est un meurtre sur fond d'éclairs au chocolat et de tartelettes au citron. Une histoire que je débrieferai dans un autre podcast avec l'avocat du meurtrier, maître Philippe Sardal, un des ténors du barreau de Paris, qui défendra l'idée que son client est innocent alors même qu'il a été condamné. Mais d'abord l'histoire, dont la réalisation est signée Mathieu Frey. Europe 1. Christophe Ondelatte. Vous vous rendez dans le bois de la Pilple. Je répète, vous vous rendez dans le bois de la Pilple, tout près du lycée. On nous signale la présence d'un cadavre. Quand le 17 mai 2005, les policiers en patrouille de Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne reçoivent ce message, ils foncent immédiatement sur place. C'est un promeneur qui a découvert le corps, sur un chemin. « Ah, bonjour, messieurs. Suivez-moi, c'est par ici. » Le cadavre est celui d'un homme. Il est allongé dans l'herbe sur le ventre. Et regarde la nuque. 1, 2, il a pris 2 balles. « Hé, venez voir. Je crois bien qu'on a le mobile du meurtre, venez. » À quelques mètres du corps, un policier vient de tomber sur un petit sachet plastique rempli de poudre blanche. Et de la poudre, il y en a aussi partout sur la végétation autour. Les policiers se disent, c'est de la coke. Encore un règlement de compte dans le milieu de la drogue. Du coup, c'est un peu gros pour le commissariat du coin. C'est la brigade criminelle de Paris, le fameux 36 quai des Orfèvres, qui récupère l'enquête. Une demi-heure plus tard, les policiers du 36 sont sur place. Ils commencent par prendre des photos. Et puis ils retournent le cadavre. Ils n'avaient pas parlé de 2 tirs dans la nuque, là, les collègues de Sucy? Parce que moi, on est d'accord, j'en compte 3. Hein. Une entrée ici, une autre ici, et une là. On est d'accord? 3 entrées de balles, en effet. Mais pas de sortie. Les 3 balles sont donc restées logées dans la boîte crânienne. Et ça, c'est pas courant. Et si les balles sont restées dans la caboche, c'est forcément du très petit calibre. Vu la taille de l'entrée des balles, moi je parierais bien sur du 6,35. Petite leçon de balistique élémentaire au passage. Pour connaître le diamètre d'une balle, c'est tout simple. Il n'y a qu'à mesurer la largeur du trou dans le crâne et de rajouter 1 millimètre, pas plus. Et vous avez le diamètre de la balle. Et si c'est vraiment du 6,35, et ça en a l'air, eh ben c'est très original. Parce que c'est un calibre du début du XXe siècle. 1900-1920. C'est donc une arme de collectionneur. En tout cas, pas une arme de pro. Et si, comme on peut le penser en raison du sachet de poudre retrouvé près du cadavre, on a affaire à un règlement de compte dans le milieu de la drogue, un 6,35 de collection, ça serait du jamais vu. T'as trouvé les douilles? Non, rien du tout. Ah, ça aussi c'est une indication. L'homme a donc été tué avec un revolver. Parce qu'un pistolet, ça éjecte les balles. Et un revolver, ça les garde. À part ça, sous le corps, on a trouvé une cigarette, à peine consumée, qui correspond à un paquet qui se trouve dans la poche du cadavre. Et d'après le légiste, vu la flaque de sang sous la tête, le type s'est fait buter ici. Il évalue l'heure de la mort entre 2h et 4h du matin. Et puis il y a un casque de moto aussi, tout près, et une moto pas très loin, sur un parking. Tout ça donne l'impression étrange que le type est venu là en toute confiance et en pleine nuit. Sur la base des éléments collectés sur place, voilà à peu près le scénario qui émerge de la tête des policiers du 36. Le type arrive, il gare sa moto, il allume une clope,
et il attend. Il attend quelqu'un qu'il connaît et dont il n'a pas peur, en pleine nuit, au milieu d'un bois. Et là, ce quelqu'un déboule dans son dos et il lui colle 3 balles dans la nuque. Pan, pan, pan. À bout portant, c'est-à-dire environ 50 cm, mais peut-être à bout touchant, c'est-à-dire collé contre la tempe. Avec du 6,35, il était forcément tout près. On ne tire pas de loin avec ce genre de calibre. Dans la poche du cadavre, on trouve sa carte d'identité et la carte grise de la moto. Le gars s'appellerait Christophe Bell. Il habiterait au 32 rue Vieille du Temple à Paris, dans le 4e arrondissement. Eh bien, allons chez lui. Quand les policiers arrivent sur place, ils ont en tête que c'est un règlement de compte dans le milieu de la drogue. Et donc ils s'attendent à un appartement qui ressemble à la planque d'un dealer, avec peut-être de la marchandise en vrac, une balance et des liasses de bifton. Ils ne s'attendent absolument pas à tomber sur une boulangerie-pâtisserie. L'Avion Denis, c'est l'une des pâtisseries les plus courues du quartier du Marais. Et quand ils se rencardent, eh bien ils découvrent que le mort, Christophe Bell, c'était le pâtissier et l'un des propriétaires. Évidemment, ce n'est pas là qu'il vit. Il habite à Courbevoie avec sa femme et leurs 2 enfants. Décidément, il n'y a rien qui colle. Ce type n'a pas du tout le profil d'un trafiquant de drogue. Sa poudre à lui, c'est du sucre ou de la farine. Bon, j'ai eu sa femme. Elle me dit qu'il travaillait tous les jours et qu'il n'a jamais touché à la moindre drogue. Elle m'a même dit qu'il allait à la messe le samedi soir pour pouvoir faire la grasse mat le dimanche matin, tu vois le travail. C'est dire si c'est pour un dealer. Hein. Bon, d'accord. On a le résultat du labo concernant la poudre. Oui. On vient de les recevoir. C'est bien de la cocaïne. Du coup, le légiste arrache un cheveu du cadavre pour le soumettre à un test de toxicologie. La drogue laisse toujours une trace dans les cheveux pendant des semaines, et parfois des mois. Aucune trace de consommation de cocaïne, ni d'ailleurs d'aucune substance. Décidément. Bon, après, il existe des dealers sérieux qui ne consomment pas. Si, il y en a, mais pas beaucoup, c'est vrai. Mais il y en a. On fouille chez lui à Courbevoie, rien. Et dans sa paperasse, aucun signe d'enrichissement récent. Donc on peut conclure que c'est pas un dealer, hein, ce gars-là. Mais bon, on a quand même trouvé près de son corps un sachet de coke et de la poudre partout autour. Je me demande si, au sens propre comme au figuré, on n'a pas voulu nous rouler dans la farine. La poudre autour du cadavre. Sans déconner. Ça sent la mise en scène, non ? De la poudre aux yeux, quoi. On aurait donc affaire à un tueur qui a voulu détourner l'attention des policiers en pulvérisant de la coco partout autour, pour faire croire à un meurtre dans le milieu de la drogue. C'est rusé, mais c'est raté. Alors, quel a été l'emploi du temps de Christophe Bell le matin où il a été tué tôt, entre 2h et 4h du matin? Voyons ce que dit sa femme. Eh bien, il s'est levé à 2h du matin, comme d'habitude. Et il a pris sa moto pour aller de chez nous à Courbevoie jusqu'à la pâtisserie. Est-ce que vous voyez une raison qui l'aurait amené à faire un crochet jusqu'à Sucy-en-Brie? Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne? Ben non, il n'avait rien à faire là-bas. Et de fait, ça n'est pas vraiment la route. Hein. Courbevoie, c'est au nord de Paris. La pâtisserie est en plein centre de la capitale, dans le Marais. Sucy-en-Brie, c'est à 25 km à l'est. Autrement dit, il n'est pas passé par là. Il y est allé. Qu'est-ce qu'il est allé fiche là-bas à 2h du matin? Les policiers interrogent un par un tous
les employés de la pâtisserie. La seule chose que je peux vous dire, que c'était quelqu'un de bien, quoi. C'était un homme honnête, sérieux. Je vois pas quoi vous dire d'autre. Peut-être vous devriez voir Monsieur Philippe. Monsieur Philippe? Oui, Xavier Philippe. C'est son associé. La pâtisserie, elle est à tous les deux, quoi. Et donc, il convoque ce Xavier Philippe. Christophe, je le connaissais depuis la fin des années 90. Ouais. À l'époque, il était pâtissier au Banana Café. Vous savez, c'est une boîte de nuit dans le Marais. Et donc, il avait du talent, puis moi, j'avais de l'argent. Alors, j'ai apporté 75% du capital, et on s'est associés pour créer la Viande Hélice. Moi, je m'occupais de la gestion, lui, il s'occupait de la fabrication, quoi. Vous avez remarqué des changements dans son attitude ces derniers temps? Ouais. Depuis quelque temps, il était devenu anxieux. Bon, faut dire qu'il y avait de quoi, hein. On lui avait crevé plusieurs fois les pneus de sa moto. On nous a saccagé l'aventure de la pâtisserie. Et puis il recevait des appels anonymes la nuit. Oui, il était pas serein, ça, c'est sûr. Hein. Je le sentais inquiet, quoi. Enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, est-ce que parmi les employés de la pâtisserie, il y en a un qui a une idée de qui le menacer? La seule chose que je peux vous dire, c'est que un après-midi, il n'avait pas dormi, hein, il n'avait pas dormi depuis 2 jours, et il nous a parlé d'un autre pâtissier, une sorte de rival, quoi. Il disait qu'il le persécutait. Allons bon. On était parti sur un règlement de compte dans le milieu de la drogue. Nous voilà dans un conflit entre pâtissiers. Le pâtissier en question est vite identifié. Figurez-vous qu'il habite à Sucy-en-Brie, à 200 mètres de l'endroit où on a retrouvé le cadavre. Ça sent bon, ça. Le voilà en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. On nous dit, monsieur, que vous étiez en conflit avec Christophe Bell. Vous confirmez? Oui, on était fâchés. Mais c'est pas pour ça que c'est moi qui l'ai tué, faut pas exagérer. On n'en était pas là, quoi. Puis quand même, je vais vous dire, si je devais tuer quelqu'un, je le ferais pas en face de chez moi, quoi, je suis pas con. Et pour la nuit du 16 mai, il a un alibi. Il était chez lui avec sa compagne, qui confirme. Bon, honnêtement, il a l'air sincère. Et donc il ressort libre de sa garde à vue. Ça n'était donc pas un règlement de compte entre pâtissiers. Bon nous voilà de retour à la case départ. Enfin, pas tout à fait. L'associé, Xavier Philippe, il a un truc à faire écouter aux policiers. Un message que Christophe Bell lui a laissé sur son portable la nuit du crime. Bon, tout de suite, hein, je suis là dans 5-10 minutes. Salut. Vous aviez donc rendez-vous avec lui cette nuit-là? Justement, non. J'avais pas du tout de rendez-vous avec lui. J'étais chez moi, je dormais avec ma femme, j'avais coupé mon téléphone. Je comprends pas pourquoi il m'a laissé ce message. Je me dis qu'il a dû se tromper de destinataire. Hein. Je vois pas d'autre explication. Hein. Et sa femme confirme. Elle dit qu'elle a le sommeil léger et que s'il s'était levé, s'il était parti en pleine nuit, elle l'aurait entendu. Elle jure qu'il n'a pas bougé. N'empêche que le mort l'a quand même appelé à 3h du matin. Alors, imaginons que c'est lui, Xavier Philippe, l'associé, qui a tué Christophe Bell. Quel serait son mobile? La réponse vient de la veuve du pâtissier. À peu près 1 mois après le meurtre, elle se plonge dans la paperasse de son mari et elle en découvre une bien bonne. Figurez-vous que Christophe avait souscrit une assurance décès. Ça, je le savais pas.
Une assurance dont vous étiez la bénéficiaire? Ah non, non, pas du tout. Le bénéficiaire, c'est Xavier Philippe. C'est son associé. Et vous savez combien il va toucher? Oui. Il va toucher 41 000 euros. 41 000 euros? Est-ce qu'on tue pour 41 000 euros? Les policiers contactent la compagnie d'assurance et ils font ressortir le papier de souscription du contrat. C'est bien son écriture. Et c'est bien sa signature. Mais bon, l'autre a très bien pu le lui faire signer au milieu de tout un tas d'autres papiers. Le plan du parapheur qu'on finit par signer sans regarder. D'autant qu'en grattant un peu, c'était pas si rose dans cette boulangerie-pâtisserie. Beaucoup moins rose que les employés ne l'ont dit au cours des premiers jours d'enquête. Il y avait un conflit entre les deux associés, un gros conflit. Depuis quelque temps, Christophe Bell s'étonnait que les bénéfices soient si maigres, alors que la pâtisserie tournait très bien. Un jour, il nous a demandé combien qu'on était payé, et puis il a voulu connaître le chiffre d'affaires de la journée. Et ça, il ne faisait jamais, Jamais. Et il s'est mis à faire des additions et des soustractions. Et ça ne collait pas. Ça ne collait pas du tout. Et d'ailleurs, les policiers qui ont sorti leurs calculettes arrivent à la même conclusion. Depuis 5 ans, le chiffre d'affaires montait, mais pas les bénéfices. Autrement dit, Xavier Philippe siphonnait allègrement les comptes de la pâtisserie. L'associé est convoqué au quai des Orfèvres pour s'expliquer. Ouais, on s'est accroché là-dessus. Mais en fait, ces craintes n'étaient pas fondées, quoi. Les écarts qu'il a cru voir dans les comptes, ils peuvent s'expliquer calmement, quoi. Alors, bien sûr, il y avait un peu de blague, Tous les commerçants font, ne serait-ce que pour huiler la machine, quoi. On travaille plus de 60 heures par semaine. Vous savez ça. On sait. Sauf qu'on vient d'apprendre que la pâtisserie était en vente. Et ça, tout le monde jusqu'ici s'était bien gardé de le dire. Elle était en vente. Christophe Bell voulait se séparer de son associé. C'est la veuve qui vient de cracher le morceau. Et là, s'ouvre la porte d'un mobile. Xavier Philippe tue Christophe Bell pour récupérer l'affaire in extremis avant la vente. Et récupérer au passage ses parts. 230 000 euros. Et le compte associé, 120 000 euros. Et l'assurance décès à 41 000 euros. Plus une assurance professionnelle, figurez-vous. 60 000 euros en cas de mort dans un accident violent. C'est vrai que pâtissier, c'est un travail à haut risque. On n'est jamais trop prévoyant. Bref, il est là sans doute le mobile. L'argent. Quelle surprise. Ce serait bien la première fois qu'on tue pour de l'argent. Lol. À ce stade, Xavier Philippe est clairement dans le viseur de la crime. Même si d'apparence, il n'a pas la tête d'un assassin, et encore moins la tête d'un type qui va à 3 heures du matin dézinguer son associé dans un bois du Val-de-Marne. Il est sapé comme un milord, Xavier Philippe, et toujours très courtois. Mais le vernis ne tient pas longtemps, car figurez-vous que l'oiseau a un casier judiciaire. Un casier épais comme un bottin. Et on glatte. Ça se dit plus trop, ça. Épais comme un bottin. Ça fait un bout de temps que ça n'existe plus, les bottins. Je te préviens, les gens vont pas savoir de quoi tu parles. Ok. Alors, disons qu'il a un casier judiciaire long comme le bras. Ça vous va, ça? La longueur des bras a survécu à l'intelligence artificielle? Reprenons. Xavier Philippe a déjà été condamné pour une multitude de délits. Il a déjà fait 6 allers-retours en prison. Et quand on creuse, il y a du lourd. Pour commencer, une affaire de tentative de meurtre qui remonte au début des années 80. Son frère jumeau Bertrand a une boîte de nuit à Orléans, la boîte est ravagée par un incendie, la police soupçonne un incendie volontaire et elle se dit que l'auteur s'est peut-être brûlé lui aussi. Elle fait le tour des hôpitaux et des cliniques et elle tombe sur le frère, Xavier, brûlé à 45%. Pour ça, il a pris 4 ans. Et c'est pas fini.
Entre 1980 et 2005, Xavier Philippe est tombé dans une vingtaine d'affaires qui vont du vol à l'escroquerie. Mais surtout, l'affaire qui fait ding-ding dans les fichiers, c'est une tentative d'assassinat qui remonte à 1998. L'enquête est toujours en cours, mais c'est du sérieux. Xavier Philippe est soupçonné d'avoir voulu assassiner le patron du Banana Café, Tony Gomez. Je vais m'arrêter 2 secondes sur cette histoire. Au début des années 90, le Banana Café, c'est la boîte homosexuelle la plus célèbre de Paris. Et elle est fréquentée par tout un tas de stars. Pierre Palmade, Muriel Robin, Jean-Marie Bigard, Laurent Baffy, etc., etc. La boîte, à l'époque, est la propriété de 2 associés. Tony Gomez et Bertrand Philippe, le frère jumeau de Xavier. Et comme Xavier cherche du boulot, eh bien son frère l'embauche comme directeur financier. Mais rapidement, Tony Gomez soupçonne Xavier de taper dans la caisse. Déjà. Et un jour d'avril 1998, à 2 pas du Banana Café, il prend plusieurs coups de fusil dans le buffet. Mais il survit. Le tireur se fait pincer. Il dit qu'il agit pour le compte de quelqu'un. Mais il veut pas dire qui. Sauf que Tony, lui, a son avis sur la question. Il accuse Xavier Philippe d'avoir commandité son assassinat. Il est entendu plusieurs fois par la police. Il nie. Mais depuis, le dossier prend la poussière chez le juge. Ça n'est pas allé plus loin. Mais c'est quand même une accusation de tentative d'assassinat pour un type qui aujourd'hui est carrément suspecté d'assassinat. Il est peut-être temps de ramener Xavier Philippe en garde à vue. Toujours aussi souriant, toujours aussi poli, toujours aussi fringué et toujours aussi innocent. Je reconnais que les apparences sont contre moi. Je comprends vos soupçons. Mais je vous jure, j'ai jamais tué. J'ai même jamais tenté de tuer personne. Sauf que qui dit garde à vue dit en général perquisition. Et là, ça se gâte. Chez lui, il y a, vous êtes assis, 11 fusils, 10 pistolets automatiques, 6 carabines, 3 sabres, une baïonnette, des poignards, une grenade et un 6,35, le calibre qui a servi à tuer Christophe Bell. Les policiers exultent. Un peu trop vite, peut-être. Après expertise, je crains de devoir vous dire que l'arme que vous avez saisie chez M. Philippe n'est pas l'arme du crime. Crotte! Parce que dans ce dossier, on manque toujours de preuves matérielles. Certes, il y a le message laissé par la victime sur le répondeur de Xavier Philippe la nuit du meurtre, et puis les comptes trafiqués de la boulangerie, et le passé surchargé de M. Philippe. Mais une bonne preuve incontestable. Ça ferait du bien, cette enquête. En attendant, Xavier Philippe est mis en examen pour assassinat et écroué à la prison de Fresnes. Ce qui vient alourdir la barque de Xavier Philippe, c'est le témoignage de son ex-femme, Céline. Ils ont vécu ensemble 8 ans dans les années 80 et ils ont une petite fille ensemble. Xavier m'a toujours beaucoup intrigué et inquiété aussi pas mal. Vous avez un exemple? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai quitté. Ça remonte à 1988. Un jour, il rentre à la maison, il me dit « J'ai buté Pascal ». Pascal Leroy, c'était son associé. Ensemble, ils avaient une société de transport. Quand il m'a dit ça m'a fait tellement peur que je me suis enfui. D'autant qu'il m'a dit que si je parlais, il me tuerait moi aussi. Et ce Pascal Leroy, il est mort. Peut-être, enfin probablement, en tout cas, personne ne l'a jamais revu. Aujourd'hui, le crime est prescrit. Mais disons que ça éclaire le personnage. Et ça vient s'ajouter au reste. Le juge d'instruction est sur le point de boucler son dossier. Et voilà à peu près comment il voit les choses. Dans les semaines qui précèdent le meurtre,
Xavier Philippe fait monter la pression chez son associé. Il lui crève les pneus et il entretient l'idée que son rival de toujours, le fameux pâtissier concurrent, est forcément derrière tout ça. Et puis un jour, il vient lui dire « Le pâtissier avec lequel t'es en conflit, Christophe, j'ai parlé avec lui. Il est OK pour te rencontrer et régler une bonne fois pour tout le conflit qu'il a avec toi. » Christophe Bell, qui n'en peut plus d'être harcelé, qui a perdu le sommeil, est d'accord sur le principe d'une rencontre. Et un jour, Xavier vient le voir et lui dit « Bon, c'est OK. Il est d'accord pour te voir chez moi, à 4h du matin. » L'horaire peut surprendre, mais ils sont boulangers-pâtissiers. C'est leur horaire de travail normal. Et donc, la nuit qui suit, Christophe Bell débarque à Sucy-en-Brie. Petit contretemps. Bon, il vient de m'envoyer un message. Il propose qu'on se voit près du petit bois de la Pliple. C'est près du lycée. Arrivé sur place, les deux hommes s'enfoncent dans le sous-bois. Christophe Bell s'allume une cigarette. Et c'est le moment que Xavier Philippe choisit pour lui tirer 3 balles dans la nuque. Pan! 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 Avant de partir, il balance de la cocaïne sur les lieux pour brouiller les pistes. Et voilà le travail. Sur le papier, c'est le crime parfait. S'il n'y avait pas ce coup de fil que Christophe lui passe 1 heure avant de mourir et qui le désigne comme l'assassin. Le procès de Xavier Philippe a lieu en 2008 à Créteil. Pendant toute l'instruction, il n'a rien avoué. Et d'entrée, il s'accroche à son alibi, en béton. Le soir où Christophe a été tué, j'étais chez moi. J'étais dans mon lit, avec ma compagne, elle peut le confirmer. Ouais, elle peut mentir surtout. Et de toute façon, ça ne pèse rien face au reste. Les comptes trafiqués, les passages en prison, la tentative d'assassinat sur un de ses associés et une affaire qui est apparue tardivement. En 1991, il est à moto, à un feu rouge. Il redémarre et il écrase un vieux monsieur qui en meurt. Décidément, quel homme charmant. C'est son ex-femme qui lui porte le coup fatal à la barre. C'est un pervers. C'est un criminel. À la fin, l'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Et à 1h du matin, le jury rend son verdict. Ça ne sera pas perpète, mais 30 ans. Peine confirmée en appel 2 ans plus tard. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur l'assassinat d'un pâtissier parisien qui s'appelait Christophe Bell en mai 2005 à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Tué, c'est la condamnation de la cour d'assises qui le dit, par son associé Xavier Philippe pour des questions d'argent, lequel a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises, malgré ses dénégations. Et c'est une histoire que je débriefe avec vous, maître Philippe Sarda, vous qui avez été et qui êtes toujours l'avocat de Xavier Philippe. Vous avez été ou vous êtes toujours son avocat? Je suis toujours son avocat. Depuis donc plus de 20 ans. Depuis 20 ans. Exactement. On en est où? Il est sorti de prison? Il est sorti en libération conditionnelle depuis 1 mois, quasiment jour pour jour. Et il est sorti avec l'idée de se battre pour sa réhabilitation, parce que 20 ans après, il continue de dire qu'il est innocent. Il a toujours contesté les faits, ça lui a coûté cher d'ailleurs, vous savez, parce que il sort là en libération conditionnelle, mais il y en a eu 2 rejetés ces dernières années par la cour d'appel, d'ailleurs le juge d'application des peines. Oui, parce qu'il pouvait sortir au bout de 15 ans de détention. À peu près. À peu près. Et en fait, vous savez, pour certains juges, le fait de ne pas reconnaître les faits est un obstacle. Est un obstacle. On considère que c'est pas un bon gage de réinsertion. Donc il est resté en prison un max. Vous avez, à sa demande, je suppose, formulé une demande de révision. Sur quelle base? Je rappelle quand même que la base de la demande de révision, ce sont des faits nouveaux. Y a-t-il des faits nouveaux? Il y a un fait nouveau, c'est un témoin qui s'est manifesté auprès de nous il y a 1 an et demi,
après avoir vu je ne sais quelle émission sur l'affaire. C'était peut-être le fait entrer l'accusé qui avait été fait à l'époque, et qui livre un témoignage extrêmement précis sur un événement auquel elle a assisté. Elle fixe la date puisque c'était le jour de son anniversaire, le 17 mai 2005, et elle donne un nom, et elle dit où cet individu lui a demandé de jeter le revolver. C'est une femme qui dit en gros qu'elle était au même endroit, enfin sur les lieux du meurtre de Christophe Bell. Elle était allée là-bas pourquoi ? Elle est allée là-bas avec cet ami qui a priori y allait pour des raisons liées aux stupéfiants, qui quitte la voiture quelques minutes, qui en revient un peu paniqué, qui lui donne une arme. Ils partent, ils s'arrêtent sur un pont, elle désigne le pont, il lui ordonne de jeter l'arme du haut du pont, la dépose chez elle et s'en va. Pourquoi elle attend 18 ans pour raconter ça, cette dame ? Il faudra lui poser la question, et je ne doute pas que les enquêteurs le feront. Vous l'avez vu, vous ? Ah non. Puisque c'est à vous qu'elle a écrit. Oui, elle nous a écrit à ma consoeur Frédéric Beaulieu et moi, mais on a immédiatement informé le parquet de Créteil, mais on a absolument refusé de la rencontrer et de lui parler pour pas qu'il y ait la moindre suspicion de subornation ou d'influence. Vous voyez le doute qu'on peut avoir, c'est-à-dire pourquoi cette jeune femme met-elle 18 ans à dire qu'elle entend un coup de feu, qu'elle voit son copain, qui s'appelle Christophe lui aussi, revenir dans la voiture avec un pistolet et aller jeter ce pistolet dans la Seine. Et je suis bien d'accord avec vous. Et si elle dit vrai, je suis le premier, non le second, à regretter après Xavier Philippe qu'elle ait pris tant de temps. Vous écrivez dans cette requête aux fins de révision, c'est comme ça que ça s'appelle, que vous avez écrite à la Cour de cassation, vous écrivez que les policiers de la brigade criminelle, dans cette enquête, ont mené une enquête partiale sur la base de convictions et pas de faits, et que le juge d'instruction a été passif et complaisant. Je confirme. D'où vous tenez ça ? C'est objectif. On retient bien du récit que vous venez de faire qu'il n'y a pas un indice direct contre Xavier Philippe de sa présence sur les lieux, qu'il ait quitté son domicile cette nuit-là. Vous l'avez très bien fait. Le pâtissier concurrent est mis hors de cause parce qu'il dit qu'il dort chez lui et que sa compagne confirme. Ouais. Xavier Philippe dit qu'il dort chez lui, sa compagne confirme, mais non, ça ne tient pas. On a écumé les caméras des banques autour de chez lui pour essayer de prouver qu'il était sorti. On n'a rien trouvé. Il y a ce message téléphonique, c'est indéniable, qui est un indice. Ça, la défense ne l'a jamais nié. On rappelle simplement que c'est lui qui l'apporte, cet indice. Ce qui pose quand même question sur sa connaissance de la mort de son associé au moment où il donne ce message à la police. C'est le matin même. Personne n'est encore au courant du crime. Et on se rend compte dans la chronologie de ce dossier qu'en fait la conviction policière est presque instantanée, ce qui va les conduire... Oui, mais à cause de son passé, je veux dire, mettons-nous à leur place, ils découvrent que le type qu'ils ont déjà dans le viseur a un passé de tentative de meurtre. Un passé, il a tué un vieil homme. Un accident, c'est un accident. Il a détourné de l'argent plusieurs fois. Il a commis des vols plusieurs fois. C'est difficile pour eux de dire oui, mais c'est certainement pas lui. Qu'ils suivent cette hypothèse, personne ne leur fait le reproche. Mais qu'ils ne suivent que celle-là. Le reproche qu'on leur fait, et je peux vous donner des exemples extrêmement précis, c'est qu'ils vont écarter d'emblée des pistes qui méritaient d'être recherchées. La cocaïne. Oui. La cocaïne n'a fait l'objet que d'une investigation. C'est un coup de fil début août du commandant du groupe au service de police de Sucy-en-Brie pour savoir s'il y avait du trafic dans le coin. On lui répond non. Or, l'expertise toxicologique va montrer qu'elle n'est pure qu'à 14%. C'est extrêmement rare. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de la farine. Oui. On ne trouve pas de cocaïne en vente. Il a acheté un peu de cocaïne, il a dilué avec de la farine. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que on peut pas couper 1 gramme de cocaïne. Ah bon ?
Ah non, c'est extrêmement compliqué. Je sais pas, moi. Vous savez, couper de la cocaïne, vous avez votre kilo de pur. Si vous vendez de la pure, vous tuez votre client. Donc il faut la couper avec du paracétamol. Enfin, je suis pas spécialiste, mais je sais un peu comment ça se passe. Donc il y a quelque part un stock, aussi petit soit-il ou grand soit-il, à 14%. Qu'on n'a pas trouvé. Mais on l'a pas trouvé parce qu'on l'a pas cherché. Autre élément essentiel, vous avez sur 3 des 4 faces des mains de Christophe Bell, des résidus de tir. On est en plein air, c'est un 6,35 qui a tiré. On ne peut pas objectivement expliquer la présence de ces résidus de tir sur ses mains par les tirs du tueur. Christophe Bell a vraisemblablement fait usage d'une arme à feu. Ça n'a intéressé absolument personne, sauf la défense. Maître Sarda, on va pas se mentir. Cette demande de révision va être rejetée, comme la quasi-totalité des demandes de révision en France. On est d'accord? Je peux pas être d'accord avec vous. Moi, quand je dépose un recours... oui, vous avez de l'espoir. Je fais confiance à la justice de mon pays, comme on dit. Non, il y a 2 choses, si vous voulez. Il y a un autre élément qui est très important. Vous avez cité l'affaire Tony Gomez. Dans ce dossier, Xavier Philippe a également été mis en examen. Il a été blanchi. Et il a été relaxé. Et je vais faire ma mauvaise langue. L'audiencement a été tellement long à Paris qu'il a été blanchi après le procès d'assises d'appel de Créteil. C'est-à-dire que les jurés qui ont condamné Xavier Philippe restaient sur l'idée qu'il pouvait avoir voulu tuer Tony Gomez. Or, il a été relaxé avec des motifs assez catégoriques. Ça, on considère... C'est une remarque légitime. C'est un autre élément nouveau, qui existe depuis 2013, mais qui s'ajoute à ce nouveau témoignage. Je voudrais qu'on dépasse le cas Xavier Philippe, qu'on le pose, et que vous m'expliquiez un peu comment vous, qui êtes une signature au barreau de Paris, vous acceptez ce dossier, ou vous le refusez. Quand un client vient vous voir et qui vous dit « je suis innocent », est-ce que ça vous suffit? Ou est-ce que vous faites partie de la race d'avocats qui dit « dites-moi la vérité, et après on mentira ensemble ». J'adore votre question. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Beaucoup de clients nous disent au départ, c'est pas moi. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La première chose qu'on fait, on l'écoute évidemment, mais après, on prend connaissance du dossier. Et là, il y a 2 grandes possibilités. La première, effectivement, ce dossier a plutôt tendance à nous convaincre que le client dit vrai. Parce que soit les charges qu'on lui oppose ont des explications qu'il donne et qui sont assez convaincantes, ou il n'y a pas de charge. Autre possibilité, il nous dit c'est pas moi, mais le dossier est bougrement chargé. Et là, évidemment, en tout cas moi, mais on est nombreux à réagir comme ça, on essaye de l'amener d'abord à lui faire comprendre que sa défense n'est pas forcément la meilleure. Vous savez, dans notre vieille tradition judéo-chrétienne, faut avouer à demi pardonner, ça fonctionne assez bien au pénal. Quand vous niez des faits qui sont assez évidents, on vous le fait payer plus cher que si vous les reconnaissez, ce qui est d'ailleurs, je trouve, assez légitime. Et donc, lorsque le dossier, objectivement, ne permet pas de plaider la relaxe ou l'acquittement, même sur le doute, moi, j'essaye de convaincre mon client d'avouer. S'il veut pas, vous le gardez, vous lui dites allez voir ailleurs. S'il veut pas, en général, il y a une rupture par consentement mutuel. Est-ce que ça dépend de l'argent? Parce que c'est une question qu'on pose jamais dans cette émission. Mais au fond, est-ce qu'un client qui paye bien a plus de chances d'être défendu alors que il est condamné d'avance qu'un client qui paye mal? Ou pas du tout? Alors, l'argent privilégiera toujours celui qui en a par rapport à celui qui n'en a pas, c'est certain. Ne serait-ce que dans les moyens qu'on peut mettre dans la défense, le temps qu'on y consacre, l'équipe qu'on met dessus, les éventuels experts, détectives ou autres qu'on mandate. En ce qui concerne la première question, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'un client riche qui raconte manifestement des cracks et qui va au casse-pipe parce qu'il refuse de reconnaître, moi, j'ai la même attitude. J'ai même envie de dire, vous savez, je leur dis, vous avez un avocat qui a bonne réputation, les juges savent que je suis quelqu'un de sérieux, que quand je dis c'est rouge, il se trouve que c'est rouge. Je vais pas, monsieur, aller leur faire croire que ce rouge est en fait un bleu.
parce que vous refusez d'admettre au moins une partie des faits qui sont absolument indéniables. Vous me dites que je sois riche ou pauvre, je serai défendu de la même manière par Maître Sarda. En ce qui concerne la défense, c'est-à-dire le point de savoir si je vais effectivement le suivre dans ses contestations ou pas. Sur cette question-là précisément, qui était votre première question. Mais sur la question des moyens que vous mettrez à disposition de votre client pour essayer de contrer l'enquête, ça change tout. Ça change beaucoup, forcément. Moi, je peux accepter de travailler en dessous de mon tarif quand je suis convaincu, je le fais régulièrement. Il y a des gens, on les rencontre, il se passe quelque chose au niveau humain, on lit le dossier, on peut être scandalisé par la façon dont cet homme ou cette femme est traité, et on accepte, parce que c'est nos convictions, parce que c'est notre boulot, parce qu'on est là pour ça, de le ou la défendre à des conditions financières moindres que celles qu'on a habituellement. Par contre, ça ne nous permet pas, effectivement, d'aller mandater un expert privé ou un détective. Ça coûte combien de se faire défendre professionnellement au max par un avocat comme vous? Un procès criminel, c'est-à-dire un dossier où vous allez avoir une instruction et puis une cour d'assises, c'est souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pas loin de 100 000. Ça dépend. Ça dépend, mais par exemple, si le procès dure 15 jours, vous vous rendez compte, là, effectivement, à nos tarifs. On parle toujours de facture, hein, c'est important de le dire, c'est pas du salaire. Je veux dire, quand vous touchez 50 000 ou 80 000 d'un client, c'est pas 50 000 qui vont tout droit dans votre poche. Oui, on nous en reprend beaucoup. On vous en reprend beaucoup, les taxes, les cotisations sociales, et les gens qui travaillent avec vous. Bien sûr. Par exemple, sur un dossier comme l'affaire Xavier Philippe, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? Alors Xavier Philippe, on était deux. Frédéric Beaulieu, qui était sa première avocate, c'est elle d'ailleurs avec son accord qui me fait venir à partir du début de l'année 2006. Et on avait chacun un ou deux collaborateurs, mais sur le dossier Xavier Philippe, on a travaillé comme on était deux. On a assez peu fait travailler les collaborateurs. On a vraiment travaillé nous-mêmes. Ça veut dire que vous tapez le dossier d'instruction, les gens ne se rendent pas compte. Mais pour lire en détail un dossier d'instruction, moi je l'ai fait parfois, il faut 1 mois, du matin au soir. Le dossier Christophe Bell, c'est 16 tomes. Donc c'est 15 jours au minimum de lecture quand on a l'habitude. C'est ça. Vous le faites vous-même? Oui. Si le gars n'a pas un sou, que vous le trouvez sympa, que vous êtes convaincu qu'il est innocent, est-ce que vous accepterez de faire ça pour ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle? Combien par jour l'aide juridictionnelle? Je peux pas vous dire, puisque j'ai la chance de ne plus travailler à l'aide juridictionnelle depuis longtemps, mais on n'est pas loin du pro bono. Hein. Ouais, 150 balles, quoi. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, par jour. Alors, pas par jour de procès. On peut facturer certains actes au titre de l'aide juridictionnelle. Non, c'est forfaitaire, c'est-à-dire que c'est un forfait pour l'instruction. Le critère étant de savoir si le client était détenu ou pas. Donc l'instruction dure 4 mois ou 2 ans, c'est pareil. C'est le même prix. C'est le même prix. Et de mémoire, c'est en dessous de 1 000 euros. Et ensuite, c'est un prix d'audience. Alors là, effectivement, par jour. Pour la cour d'assises, bon, c'est très en dessous de nos tarifs, mais c'est correct. C'est correct, c'est pas du vol. Donc, si on prend un dossier financé par l'aide juridictionnelle, en tout cas au cours du procès, on n'est pas volé. En tout cas, on n'est pas volé, on est j'ai envie d'utiliser le terme indemnisé. C'est-à-dire qu'au fond, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous rapporte pas, mais ça vous coûte rien. On peut dire ça. Un procès de 8 jours, de 4 jours. Allez, celui-là durait 4 jours, hein, je crois. C'est ça? Un peu plus? Presque 2 semaines. Presque 2 semaines. Ouais. Ça veut dire que vous êtes là pendant 2 semaines, tous les jours? Tous les jours. Et qu'on l'a préparé pendant des jours entiers, et dans la réétude du dossier, parce qu'on réétudie le dossier en vue de la cour d'assises, on le classe, on prépare nos interrogatoires, nos contre-interrogatoires, et on prépare évidemment le client, qui était toujours détenu, donc c'est beaucoup d'heures de parloir à Fresnes. Donc tout ça prend un temps absolument gigantesque. Un dossier que vous défendez à Marseille, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, vous allez à Aix-en-Provence 15 jours. C'est ça. Sans en rentrer, juste le week-end. C'est ça, exactement. Ouais, c'est un sacré don de soi quand même. Oui. Merci Philippe Sarda pour cet éclaircissement sur l'exercice de votre métier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.